c'est partie de l'histoire finalement qu'on a vécue, enfin que vous avez vécue. Elle mérite d'être racontée. Je pense que c'est ça le sens de cette soirée. Parce qu'il y a sans doute à la fois une part, je ne vais pas dire d'exorcisme, mais enfin c'est quand même une certaine manière d'exprimer finalement une forme de souffrance, je pense. Parce que qu'on le veuille ou non, on peut effectivement se reconnaître d'une nationalité quelle qu'elle soit, en l'occurrence marocaine, et en même temps être viscéralement attaché à un territoire. Mais donc parce qu'on y a ses racines, parce qu'on y est né, parce que ses parents y sont nés, ses grands-parents, et donc on se reconnaît aussi dans un environnement physique. Il ne suffit pas de dire, ben voilà, vous rentrez entre guillemets chez vous. Chez vous, oui, parce que effectivement, politiquement c'est le pays, mais dans le cœur, il manque sans doute quelque chose, et ça, j'imagine, un peu de tout cela dont on va parler ce soir. Et donc, je suis évidemment curieux de vous entendre discuter sur ce sujet. Et donc, c'est pour moi une fierté, évidemment, de pouvoir participer à ce travail, je vais dire, de reconstruction que vous avez sans doute déjà entamé depuis un certain temps. Voilà, je ne vais pas la faire plus longue, et je vais sans plus attendre céder la parole à Fatia Saïdi, qui est la grande organisatrice de cette soirée. Voilà, Fatia, je te cède la parole. Nous sommes réunis ce soir autour d'une thématique qui a touché près de 350 000 personnes en décembre 1975. C'est en effet à partir du 18 décembre 1975, 75 pour nos amis français qui se trouvent ici, que l'Algérie entame une opération d'expulsion massive de Marocains établis en Algérie depuis des décennies. L'opération est une riposte politique à la monarchie marocaine qui a mobilisé, tiens donc, 350 000 Marocains déferlant de toutes les régions du Maroc vers le sud marocain pour revendiquer la marocanité du Sahara. Les Marocains et les Marocaines sont renvoyés manu militari, laissant derrière eux une partie de leur famille, leurs biens mobiliers, biens financiers et autres. Et aujourd'hui encore, des familles sont séparées, d'autres ne peuvent aller se recueillir sur les tombes de leurs proches. En arrivant aux frontières marocaines, les personnes expulsées vivront sous des tentes qui ont été dressées à la hâte par les autorités marocaines pour les abriter. Cet abri de fortune sera le lot de quelques-unes pendant quelques semaines et le lot de nombreuses autres durant de nombreuses années. Ces milliers de refoulés ne peuvent être contenus dans la seule ville de Oujda et seront dès lors déplacés vers d'autres contrées du pays. La plupart des refoulés marocains découvrent leur pays d'origine pour la première fois. Et ils connaîtront le sort qui est réservé à tous les réfugiés. Ils connaîtront les conditions difficiles de la vie dans un camp. Ces personnes connaîtront aussi l'exclusion, faut-il le dire, les colibés de la population locale qui les surnomment tantôt immigrés, tantôt expulsés, tantôt refoulés, tantôt polisarios. Depuis 2005, des associations se sont créées au Maroc, en France et de manière embryonnaire en Belgique, car des milliers de personnes veulent tenter de comprendre. Des milliers de personnes veulent comprendre ce qui s'est passé, analyser avec le recul, écouter les témoignages, recouper les faits. En un mot, et pour résumer, reconstituer les morceaux d'une histoire, une histoire trop vite oubliée, d'une page de l'histoire qui a été tournée trop vite sans être lue. Ces personnes veulent savoir comment des familles entières, dépossédées de leurs biens, déchiquetées du jour au lendemain dans leur tissu familial, social, relationnel, ont été reçues dans leur pays d'origine. Que sont devenues ces personnes brisées dans leur quotidien? Que sont devenues ces familles séparées? Que sont devenus ces enfants dont on a brutalement sectionné la scolarité? Comment ont-elles assumé leur subsistance lorsqu'elles se sont vues privées de toute ressource matérielle et de toute ressource financière? C'est à ces questions que nous allons tenter de donner, peut-être pas les réponses, mais en tout cas une ébauche de réponses ce soir, avec nos invités que je vous présenterai au fur et à mesure de l'évolution de notre débat. Je vais commencer par céder la parole à une personne que vous connaissez certainement tous et toutes, une personne remarquable, une personne remarquée surtout, qui est Kaïma Belouchi. Kaïma nous vient du Maroc. Elle est l'une des seules femmes journalistes dans le monde du sport au Maroc, domaine dans lequel elle excelle et perdure depuis 1986.
Rahima est née en Algérie et elle s'est vue brutalement arrachée à l'âge de 11 ans de cette enfance paisible qu'elle y menait avec sa famille. Très courageusement, parce qu'il faut dire que c'est aussi un courage et une volonté de vouloir témoigner, très courageusement, Rahima est sortie de son image de femme symbole, de son image de femme médiatisée, de son image de femme publique, pour oser dire l'indicible, pour oser dire ce que des milliers de personnes ont durant des années enfoui en elles-mêmes et ont caché très honteusement. De nombreuses personnes lui ont d'ailleurs reproché d'avoir témoigné lors de l'émission Grand Angle de 2M, qui a été la première à mettre l'accent sur ce fait de l'histoire. Et aujourd'hui encore, la famille de Rahima est partagée entre l'Algérie et le Maroc. Et je vais laisser à Rahima nous faire part de son témoignage. Rahima parle le français, mais pour des raisons de transmission des émotions, elle souhaite parler en arabe. Bien évidemment, nous lui en laissons l'opportunité et je ferai un résumé de son intervention à l'issue de la sienne. Rahima Belrouchi, vous avez la parole. Comme elle a dit, Madame Fatiha, il a dit que les Marocains, ils ont laissé leurs biens, leurs bijoux, leur argent, mais surtout, on a laissé notre âme, c'est le plus important, étant donné que c'était un pays là où on a vécu pendant des années, des décennies. Moi, je suis née à la plage de Terga, c'est une plage à côté de 7 km de Ain Timouchent, Wilayet Ain Timouchent, qui fait partie avant de la wilaya de Oran. J'avais 11 ans là où ça a commencé à l'expulsion des Marocains d'Algérie. C'était le jour, je me souviens bien, c'était le 25 décembre 1975. Je crois qu'il y a des gens qui ont regardé le Grand Angle. J'ai parlé de cette époque-là de mon enfance. Mais surtout, je n'ai jamais su qu'il y avait une différence entre le Maroc et l'Algérie. Parce que là, j'ai vécu là-bas, je suis née, j'ai su que mon père est né en Algérie, mon grand-père, mes grands-parents, c'est depuis le 18e siècle, on vivait en Algérie. Par contre, ma mère, elle est du Oujda, elle est partie en Algérie vers les années 65. Moi, je suis née le 8 septembre 64. Et à partir de, je crois que le mois d'octobre, c'est le premier discours de Sa Majesté Feu Mohamed Hassan II qui a parlé de la marche verte, que le Marocain vont organiser une marche verte pour le Sahara. Et ça a commencé pour la mairie, les gens, ils commençaient à inscrire les Marocains d'Algérie. Et c'était facile pour eux parce qu'il y avait pas mal de Marocains qui portaient le nom Saint-Pi. Je pense qu'il y a quelques-uns qui savent ça, le nom. Saint-Pi, ça veut dire son nom perdu. Et moi, je gardais toujours, c'était Belrouchi, il y avait mes racines en Algérie, comme j'ai dit. Voilà, le mois d'octobre, ils commencent à inscrire les Marocains, mais à partir du mois de novembre, et le 6 novembre, il y avait une grève.